On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Justin Bessette sera à nouveau sur les rangs dans son district dans le sud d'Iberville, toujours aux côtés d'Alain Laplante au sein de l'équipe. Il va nous expliquer un peu les raisons qui le motivent à poursuivre son chemin en politique municipale. Mais d'abord, Gala Ose entreprendre, finale locale. Parmi les gagnants, la compagnie de Saint-Alexandre Nervus Co. en réalité virtuelle. Au cours des 2 dernières semaines, on a reçu quelques gagnants du gala local, en fait la finale locale du gala Ose entreprendre, la 23e édition. Aujourd'hui, on vous présente un 3e gagnant, l'entreprise Nervus Co. Avec nous, son directeur créatif, Louis-Philippe Daigneault. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci infiniment. Et félicitations. Merci infiniment. Bon, qu'est-ce que c'est Nervus Co? Nervus Co, c'est une business qui travaille dans un nouveau médium qui est la vidéo 360, qui est une des branches de la réalité virtuelle possible. Donc, on a le classique réalité virtuelle qui est faite en images de synthèse, etc. Moi, ce que je voulais, c'était, à travers ce médium-là, développer un nouveau médium de création de fiction narratif pour être capable de raconter des histoires, mais dans des environnements naturels, dans des images réelles, sans utiliser d'images de synthèse. Bon, ça a parti comment? Parce que l'entreprise est quand même assez jeune. Oui, novembre. On est des bébés. En gros, j'ai un background en cinéma. J'ai étudié en scénarisation à l'INIS. J'étais comédien quand j'étais jeune. Puis, à travers les différents projets en scénarisation, en cinéma standard ou traditionnel, je suis venu à connaître quelqu'un qui travaillait justement en réalité virtuelle, qui essayait de partir cette compagnie et de développer un peu cette technologie-là. La compagnie pour laquelle j'ai travaillé là-bas 5 ans, a finalement fermé. Mais je trouvais qu'il y avait du potentiel inexploité encore dans cette technologie-là. Je te dirais la majorité des compagnies qui travaillent dans ce milieu-là s'acharnent à faire des super belles images, alors qu'à mon avis, ce qui va sauver ou ce qui va rendre la technologie intéressante, c'est l'interactivité à l'intérieur de ça. Donc, de donner l'option aux spectateurs de ne pas juste être un spectateur passif, mais vraiment actif à l'intérieur du média. Qui sont les gens qui vous accompagnent dans ce projet-là? En frais d'employés. Ouais. Il y a mon partner, on est seulement 2, Jérémy Dufour, qui lui est plus chimiste, plus pharmacien et sciences, etc., qui lui m'aide au niveau du développement du projet, mais surtout pour m'amener une idée extérieure qui, souvent, tu as la face collée dans ce que tu essaies de faire. Fait que des solutions qui ne me viendraient pas à l'esprit vont énormément m'aider là-dessus. Bon, est-ce que la COVID a eu un effet de ralentir ou même d'accélérer la mise sur pied de l'entreprise? Ça a changé quelque chose, autrement dit? Oui et non. C'est qu'en fait, on a eu les deux pôles. On a ce que ma compagnie fait est hyper bien adapté pour les besoins de la COVID. C'est-à-dire qu'on est capable de transporter quelqu'un dans un endroit qui n'existe pas à des faibles coûts. Fait qu'exemple, tu es une compagnie qui fabrique du grain. Il y a des clients chinois qui veulent avoir une franchise en Chine. Au lieu de faire venir une délégation, ben, tu peux tout simplement faire affaire avec nous. On va te faire une vidéo interactive dans laquelle tu vas pouvoir faire ta formation à l'intérieur du vidéo. Donc, du VR learning au lieu d'être du e-learning. Ce qui coupe beaucoup dans les coûts. Puis tu as l'interactivité. Si jamais vous avez les budgets aussi, on peut mettre de l'image de synthèse à l'intérieur de ça, passer sur Unity ou passer sur un moteur de style jeu vidéo pour être capable de manipuler aussi les objets à l'intérieur. Comment vous vous êtes intéressé à ça, à la réalité virtuelle, puis à tout ce qui en découle? Je dirais que c'est une autre façon de raconter une histoire. Puis c'est une autre façon de résoudre un problème. C'est du problem solving, puis c'est un besoin qui de plus en plus se fait sentir, mais qui est plus viscéral à utiliser, je dirais. C'est dans ce niveau-là, au niveau de créer quelque chose qui va être intéressant, instructif, captivant, mais qui va être dans lequel les gens vont être capables d'interagir, vont être capables de ne pas subir, au contraire. Disons qu'on a à expliquer là, à un néophyte, là, Oui. c'est quoi la réalité virtuelle? Tu sais, la réalité virtuelle, pour monsieur, madame, tout le monde, on voit des trucs où les gens se mettent des lunettes dans le visage, puis là, ben, ils sont comme dans un jeu à courir après du monde. Puis, tu sais, il existe là aussi des endroits un peu d'amusement, là, Absolument. des centres de réalité virtuelle. Ça, c'est ce que monsieur, madame, tout le monde connaît un peu de la réalité virtuelle.
Mais là, dans votre domaine à vous, c'est pour des clients, pour des besoins commerciaux, on est ailleurs, là. En fait, c'est que la compagnie, la technologie en tant que telle peut se découler. C'est comme de fabriquer un gâteau. Si tu aimes les gâteaux au chocolat, je peux te faire un gâteau au chocolat. Si tu aimes les gâteaux à vanille, Ouais. je peux te faire un gâteau à vanille. La technologie en tant que telle, c'est littéralement de filmer dans un espace en 360, de vivre à l'intérieur de cet espace-là et de se déplacer à l'intérieur de l'espace. La technologie peut être adaptée en fonction de formation, un peu comme j'ai dit par rapport à Ouais. l'usine de grains, l'exemple de l'usine de grains, mais ça peut être aussi au niveau marketing. Fait que tu veux faire vivre la Gaspésie. Mais au lieu de Ouais. juste faire une image avec des photos, etc., ben cute, ce que tu peux faire, c'est amener littéralement ton client en Gaspésie, de voir de quoi ça a l'air. Mais c'est bizarre, tu dis ça, puis j'ai comme une image qui me vient en tête. Oui, Pourtant, ça fait quand même longtemps que j'y suis allé à Epcot Center. oui, Je me rappelle pas, là, il y a Soarin qui était un truc là, où on est un peu comme en parapente, Mhm. puis on visite des pays, puis puis là, tu sais, on a l'effet du vent et tout En ça. vol puis, d'oiseau avec... en vol d'oiseau à exact. visiter, je sais pas, mais le Grand Canyon ou à la Chine, le mur, je sais pas, des La endroits Grande dans le Muraille monde. de Bon, Chine ou des... tu sais, Exact. puis écoute, moi, je suis, ce dont je parle là, ça fait peut-être 10-15 ans de ça. Mais dans le fond, c'est qu'au-delà de l'amusement, Mhm. qu'on peut en trouver, il peut avoir des besoins d'affaires liés à avoir de la réalité virtuelle. Même du besoin médical. Exemple, dans les CHSLD ou dans les endroits où les personnes ont des troubles de mémoire ou des problèmes cognitifs, on peut aller refaire vivre des expériences à ces personnes-là. Ça peut être autant en réinsertion sociale chez des prisonniers ou des choses comme ça. Il y a moyen de transporter un lieu à quelqu'un pour une fois. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de m'arrêter là, c'était d'être littéralement capable de me déplacer, me promener, interagir avec mon environnement. Fait que, exemple, j'ai à te vendre la Gaspésie, mais au lieu de te faire une Oui. vidéo sur la Gaspésie, ce que j'aime bien mieux, c'est te raconter une histoire de la Gaspésie. Pourquoi les gens se sont installés là? Je peux reconstituer quelque chose, faire une histoire, ajouter de la dramatique, ajouter de la narrativité là, à l'intérieur de ça. Mais pour que quelqu'un consomme de la réalité virtuelle, il faut qu'il soit lui-même un peu équipé pour Oui et ça. non. Je te dirais que en ce moment, les prédictions il y a 5 ans, Ouais. c'était qu'aujourd'hui, tout le monde aurait un casque de réalité virtuelle. On a vu que les Ah. prévisions ont été transportées, ont été Décalé, ouais. déplacées un peu. Ce qui change, je dirais, la donne, c'est depuis cette année l'arrivée du Oculus Quest 2. Où est-ce C'est que quoi ça? c'est un casque de réalité virtuelle, mais qui est à l'époque, il y a 4-5 ans, les Ouais. casques les plus perfectionnés, c'est des casques que tu étais obligé de brancher un ordinateur ou un laptop ou une tour Ouais. pour runner le casque. Maintenant, ça, c'est un appareil individuel, seul, que tout ce que tu as besoin est directement dans le casque, tu as des manettes, et le coût de production et le coût d'achat est ridiculement plus bas que c'était à l'époque. Donc, pour 300-400 $, tu as quelque chose qui peut être extrêmement efficace. Là, depuis la naissance de l'entreprise au mois de novembre Oui, dernier, avez-vous eu déjà à travailler sur certains contrats avec absolument. certains clients? Ça ressemble à quoi, les mandats que vous avez eus jusqu'à date? Je vous dirais que la réalité virtuelle, en règle générale, est chère. L'erreur qu'on a faite était de vouloir plaire à tout le monde au lieu d'aller vers une source qui Ouais. était une source qui avait un peu plus de revenus, donc des compagnies qui font des chiffres d'affaires de 2 millions en montant, parce que 2 minutes de réalité virtuelle coûtent environ 5 000 $ de base. Puis ça, c'est strictement une vidéo Ouais. où on met une caméra, on tourne alentour. Si je veux rajouter de l'interactivité, ça augmente. Si on a de l'image de synthèse, ça augmente. Mais encore une fois, le but d'un contrat, je veux pas que la réalité virtuelle ou la technologie serve strictement de gamique en disant on va essayer de quoi de nouveau parce que c'est nouveau puis that's it. Il faut que tu cognes à ma porte parce que ce que je vais t'apporter est un besoin qui te ferait gagner plus que tu dépenserais. C'est ça l'intérêt de la business. C'est quoi vos ambitions? 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? C'est quoi? Euh, Premièrement, tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que la COVID nous a vraiment nui? Ça nous a vraiment aidé parce qu'en ce moment, les gens recherchent un besoin en réalité virtuelle pour Oui. pouvoir éviter de se déplacer. Le négatif, c'est que les gens n'ont plus d'argent dans leur poche. Fait qu'on a une espèce de catch-22 à l'intérieur de Mhm. ça. La dépense est plus difficile, le risque est plus difficile, puis la crainte à dépenser est plus difficile ou est plus grande, je dirais. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entreprises comme la vôtre au Québec ou dans le monde? Oui, mais on a vraiment une part de marché qui est très différente. La grosse compagnie qui existe, qui fait ce qu'on fait, qui est géniale, et eux se sont spécialisés vraiment plus dans des choses cinématiques avec des images de feu, c'est Félix et Paul qui sont à Montréal.
Et non seulement ça, mais ils sont le standard mondial. Ah ouais, ah ouais. Ils ont travaillé avec la NASA, ils ont travaillé avec Obama, ils ont travaillé avec Clinton. Ils font plutôt du documentaire ou de la fiction visuellement exceptionnelle. Ils essayent ils essayent un peu d'aller rejoindre ce que Hollywood peut faire, mais avec la technologie du 360. D'où, moi, où je veux me débarquer, c'est plus au niveau de l'interactivité, de créer des films dont vous êtes le héros. Donc, je veux, à l'intérieur d'une histoire, vous ayez une arborescence de choix. Puis cette arborescence de choix-là peut être utilisée en marketing si c'est ce que vous avez besoin, en formation si c'est ce que vous avez besoin, ou en fiction, dans une espèce d'hybride jeu-vidéo-film. Donc, c'est les Mais, trois... un peu comme les simulateurs de vol, là. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça, absolument. Absolument. Sauf que là, on a designé une pièce au lieu de designer un casque ou, comme on parlait tout à l'heure, est-ce que tout le monde a un casque? C'est pas tout le monde qui a un casque. Pas encore aujourd'hui. Mais la même technologie est utilisable sur iPad ou sur téléphone. Aussi. Comme ça. Fait qu'il y a une espèce de porte d'entrée qui est faisable, qui est très facile. Bon. Le fait de s'inscrire, de remporter une finale locale comme le gala Ose entreprendre, puis là, il y aura une finale probablement plus régionale et provinciale éventuellement. Mais bref, qu'est-ce que ça change un peu dans votre... La visibilité. La visibilité. Hein, énormément, parce que ce qui nous a énormément tiré dans le pied avec le COVID, c'est que quand tu lances une entreprise au Québec, en règle générale, tu as énormément de chambres de commerce, de 5 à 7, de meetings, où tu peux rencontrer des gens d'affaires de différentes sphères pour faire ton nom, présenter ton entreprise. Réseauter. Ouais. Réseauter, exactement. Puis, ça nous a été un peu enlevé parce que, oui, les gens ont voulu faire ça par Zoom, mais il y a eu un désintérêt massif qui s'est fait assez rapidement à ce niveau-là. Donc, de gagner quelque chose comme ça, c'est de la publicité, c'est de la visibilité, c'est un coup de pouce pour dire, hey, en passant, tu as décidé de prendre un risque, mais ça n'a pas été pour rien. On voit que ce que tu fais, ça a de l'intérêt. Donc, voilà. Ben, mais d'ailleurs, c'est probablement, puis je le dis, nous, on reçoit les gagnants du gala aux entreprises parce que je trouve ça important, justement. Absolument. C'est souvent des nouvelles entreprises ou assez récentes, puis ça donne un coup de pouce puis de la visibilité. C'est un peu notre mandat aussi de faire ça. Puis c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Fait que ça, je trouve ça intéressant. En même temps, vous êtes dans un domaine qui est quand même aussi assez particulier. Il faut expliquer un peu... Exact. Comme on dit, il y a de l'éducation à faire. Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Pour vous-même, j'imagine, quand vous rencontrez des clients... Il y a beaucoup d'éducation à faire sur le réel potentiel de comment ça fonctionne la réalité virtuelle. Oui. Un peu comme les premières questions que tu me demandais, c'était par rapport à comment tu l'utilises, la vidéo. Puis je pense que l'idée première, c'est marketing, pub, tourisme, etc. Mais il y a une explosion de capacités, de possibilités de ci. Fait que c'est là où l'éducation est à faire. Louis-Philippe Daigneault, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bonne chance aussi pour la suite là, des finales régionales et ou provinciales. Puis au plaisir, évidemment, de se reparler. On se reverra au national. C'est bon, merci. Restez avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On jase de golf avec Martin Ducharme du Château Beaumont. En deuxième partie, notre chum Éric Gélina directement de la Suède. Les séries commencent bientôt. Ah, ça, c'est fait à base de gin. C'est excellent. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis quelques semaines, on le voit ici même à l'émission puis dans les autres médias, évidemment, les équipes sont en train de se former de part et d'autre en prévision des élections municipales. L'équipe Alain Laplante est maintenant complète, a annoncé évidemment ses 9 nouveaux candidats, dont certains reviennent d'ailleurs là-dedans. Mais parlons des 3 conseillers sortants qui vont solliciter à nouveau un mandat avec l'équipe Alain Laplante, et c'est le cas du conseiller sortant Justin Bessette. Bonjour et bienvenue. Bonjour.
Première élection en 2009 Oui, comme indépendant. exactement. En 2013 avec Michel Fecteau. Exactement. En 2017 avec Alain Laplante. Vos sources sont bonnes? Et en 2021, encore avec l'équipe Alain Laplante. Exactement. Pourquoi? Ben, je vois pas pourquoi j'aurais changé parce que je trouve que ça va quand même bien avec Alain. J'ai une communication, c'est facile la communication avec. Fait que je vois pas pourquoi j'aurais changé d'équipe ou je me serais promené d'une équipe à l'autre. Ça a toujours bien été. Sentez-vous une pression à faire gagner le maire? Je m'explique. Parce que autant en 2013, 2017, disons que les majorités que vous avez dégagées dans le district numéro 2 étaient, somme toute, assez délirantes. Et beaucoup de ces votes-là allaient probablement à votre candidat à la mairie. Autrement dit, plusieurs ont dit, c'est Justin Bessette qui a fait gagner Michel Fecteau en 2013, puis c'est Justin Bessette qui a fait gagner Alain Laplante en 2017. Là, vous essayez de me mettre de la pression. Est-ce vrai? Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je vais t'avouer que je travaille pour les citoyens avant tout. Si j'ai en tête de faire gagner le maire, non. Je pense que je suis là pour les citoyens. Puis je suis là pendant 4 ans. Tu sais, les gens ne me voient pas la journée de l'élection, mais ils me voient pendant les 4 années. Pourquoi avez-vous eu, selon vous, des majorités aussi importantes? Par exemple, Mélanie Dufresne a eu aussi une pas pire majorité dans son district. Mais qu'est-ce qui fait que dans le 2, vous avez depuis le début des majorités, somme toute, assez intéressantes? C'est assez simple, c'est mon téléphone. Je pense que les C'est gens... ça la recette? La recette, c'est mon téléphone. Il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne quand on m'appelle. Qu'on m'appelle à minuit, qu'on m'appelle à 2 heures du matin parce qu'on a un problème et que c'est urgent, qu'on m'appelle à 4 heures de l'après-midi. Les gens sont même surpris que je réponde. Tu sais, il n'y a pas de filtre sur mon téléphone. Là. Que ce soit un locataire, que ce soit mes employés à la ferme qui m'appellent pour une urgence, tout le monde arrive à me rejoindre dans la journée même. Puis s'ils ne sont pas rejoints, c'est vraiment parce que c'est exceptionnel, parce que tout le monde arrive à me rejoindre, puis qui arrive à avoir quelqu'un au bout puis avoir une réponse rapide. Là. Plusieurs ont pensé, dans la dernière année, ils se sont dit « Ah, je ne sais pas si Justin il va revenir. Ça fait quand même 3 mandats qu'il fait. Il a une vie quand même pas mal occupée avec la ferme, plus les nombreux blocs, les immeubles à appartements que vous avez. » Plusieurs se sont dit, il a peut-être fait le tour, puis que, bon, tu sais, puis de toute façon, il n'aurait pas le temps d'être maire anyway. Fait que, bref, qu'est-ce qui fait que vous décidez de revenir pour un 4e mandat? Bien, j'aime vraiment le contact avec les citoyens. J'aime aider les citoyens aussi, c'est important. Puis j'aime pouvoir faire avancer les choses. Je ne veux pas être le gérant d'estrade. Tu sais, quand je m'étais présenté, il y a 12 ans, c'était parce que je ne voulais pas être le gérant d'estrade, celui qui dit « Ah, moi, j'aurais fait ça comme ça, puis moi, j'aurais changé ça. » Puis je pense que je peux encore apporter beaucoup. Tu sais, autant mon expérience, quand vous dites que je suis dans l'immobilier, bien, je suis un des conseillers qui touche à peu près à tous les volets, autant au commercial, autant que l'agricole, autant le secteur résidentiel. J'ai quand même des connaissances qui sont larges, puis j'ai du concret. Tu sais, je travaille concrètement sur mon entreprise là-dessus. Fait que je suis capable d'apporter des solutions. Tu sais, c'est pas juste de dire que ça marche pas. Vous l'avez vu dans les dernières années, bien, quand on a évité le déversement, bien, c'était une de mes idées que j'avais pris de l'agricole avec la pipeline de traverser le pont. Fait que je pense qu'on peut amener des choses concrètes, puis c'est un peu ça que je veux continuer à faire. Là. Fait que donc, vous sentez que vous n'avez pas fini encore? Non, je pense que c'est toujours en constante évolution, puis on peut amener, tu sais, mon entreprise a évolué, en tant que conseiller, j'ai évolué, j'ai plus d'idées. Fait que je peux encore amener beaucoup pour le district, puis pour la ville aussi, là. La mairie, ça vous aurait-tu tenté? Non, je vais vous avouer, vous m'avez parlé il y a 2 secondes. C'est une question de temps. Tu sais, demain matin, si je vais à la mairie, ça veut dire qu'il faut que je fasse un X. Puis c'est un peu une affaire de famille aussi. Il faut que mon frère soit... On a quand même une bonne entreprise. Mon frère a besoin de moi. Comme conseiller, il sait que ça nuit pas. Un ou l'autre nuit pas parce que les gens viennent me rencontrer au bureau chez moi. Ça se complète bien. C'est vraiment complémentaire. Quand c'est la mairie, bien là, il faut que je tombe vraiment à temps plein. Puis ça, c'est de quoi qui ne m'intéresse pas. Là. Je comprends. Le mandat a quand même été, oui, la majorité du temps, le Conseil vote unanimement sur les résolutions. Il y a certains points sur lesquels les équipes en place ne s'entendent pas. Mais c'était quand même un mandat un peu difficile au niveau relationnel, je dirais. Ben, je pense que ce qui a changé beaucoup, tu sais, difficile. Je peux pas dire que ça a été plus difficile que les autres. Là. Je sais que des fois, on met ça pire que tu sais, il y a quelques points qui touchent et qui dérangent beaucoup. Tu sais, si on dissipe un peu, c'est un peu comme quand tu as un problème, bien, si tu enlèves vraiment puis tu discernes un peu mieux, bien là, on voit les gros enjeux, c'est bon, bien, les terrains de golf. Bien, écoute, les gens connaissent ma position, ça fait 12 ans que je suis là. Les boisés. Bien, est-ce qu'on veut développer ou pas développer? Ma position est claire. Ça fait 12 ans, j'ai été le premier à m'insurger pour les frères Maris avec Douglas. Fait que je pense qu'il y a quelques points comme ça qui changent les infrastructures. Je pense qu'il faut investir massivement. Le développement, il faut le faire autrement. Puis j'y crois, puis j'en parle pas juste aux élections. J'en parle depuis 12 ans. Mon discours est le même, puis il ne changera pas. La protection des terres agricoles, ça a été un des débats. Mais si tu enlèves ces 5-6 points-là, quand on regarde une séance du Conseil, 90 95 du temps, les gens votent tout. Mais c'est vrai que ces points-là, je
Je veux dire, c'est des irritants. C'est comme un bobo qu'on gratte. Puis qu'on le règle pas parce qu'on veut pas prendre position. Puis des fois, bon, je trouve ça un peu drôle quand on arrive aux élections. On dirait que tout le monde est pro l'environnement, tout le monde... Il faudrait que les discours pendant les élections soient clairs. Que les positions pendant les élections, quand les gens se présentent, disent clairement ce qu'ils veulent faire. Puis comme ça, ben, ça va enlever cet irritant-là. Tu es élu parce que tu veux développer un terrain de golf, dis-le. Puis après ça, prends ces positions-là. Moi, je vais être à l'aise avec ça. Mais j'ai de la difficulté quand on change un petit peu. Mais tu sais, je suis pas celui qui s'est chicané le plus non plus au dernier conseil. Là. C'est pas ça qui me drive. Là. Les enjeux dans le district numéro 2, donc qui est en fait le sud d'Iberville et de Saint-Athanas. Bon, on parlait d'infrastructure. C'est drôle parce que hier, justement, pour la première fois de ma vie, je suis allé au parc à chiens sur Bellerive, là, à Iberville. Première fois que j'allais là, je trouvais ça bien. Puis là, c'est drôle parce que pour me rendre sur Bellerive, qu'est-ce que j'ai croisé? Une pompe. Une pompe. Et là, ma blonde a dit, c'est quoi cette affaire-là? Là, je disais à ma blonde, je dis, non, ça, à tous les ans, c'est là. Et à chaque fois, on s'en parle. Les pompes, c'est-tu là pour rester jusqu'à la fin des temps? Je pense qu'on est pris avec un problème qui date avant même mon élection. Il faut juste expliquer au monde pourquoi il y a des pompes. Bien, les pompes, c'est pour empêcher les refoulements. Puis ça, on ne se le cachera pas, j'ai aidé un peu à mettre ça en place au début parce que chaque fois qu'il y avait un coup d'eau au printemps, ça refoulait dans les caves. Donc là, ils sont là de manière préventive? Exactement. Ils ne fonctionnent pas, ils sont là préventivement. OK. Le problème qui est arrivé, c'est que j'ai comme pris le mandat en étant appris quand on a laissé Sabrevois se brancher sur notre réseau. Bien, on a eu des rapports qui nous disaient qu'il n'y en avait pas de problème. Mais là, après ça, une fois que tu as laissé un village se brancher sur ton réseau, c'est pas vrai, même si demain matin, je t'ai lu, que je peux couper la pipe et dire, ben arrangez-vous, bâtissez-vous une usine. Puis depuis ce temps-là, on est prêt avec ça. Fait qu'on a été mal conseillés il y a 20 ans, puis c'est pas un problème que je peux dire que je peux m'accorder. J'étais pas là quand... Et pour vous, c'est vraiment une cause à effet? Quand on a branché Sabrevois, c'est assez c'est là simple. que les problèmes sont arrivés? Prenez un verre d'eau, puis le tuyau est gros comme ça, puis remplissez-les. Mais là, quand vous venez rajouter du débit, bien, ça ne fournit pas un moment donné. Là, la pompe ne fournit pas, puis tout ne fournit pas. Puis là, on a commencé à régler par le centre-ville, parce qu'on ne se le cachera pas. Chaque fois qu'on arrive à séparer le pluvial, puis là, je pourrais dire, oui, c'est mon district ou ça ne l'est pas. Mais même quand chaque fois qu'on arrive à séparer le pluvial des égouts, on vient d'enlever de la pression. Mais le problème d'origine, là, il vient quand on a laissé Sabrevois se brancher sur nous. Puis là, depuis ce temps-là, on est pris avec ce problème-là. Et là, pour le régler, il faut faire quoi? Il faut séparer des rues. Chaque rue, il faut les refaire. Il faut enlever le pluvial des égouts. Parce que là, on vient d'enlever la goutte, d'abaisser la pression. Ça va prendre 20 ans, ça? Ben, je pense qu'on peut le faire rapidement. On a fait aussi le principe des pompes, enlever les pompes qui poussaient l'eau dans l'eau. Fait que, c'est un problème qui se règle à petites gouttes. Malheureusement, c'est qu'on n'aurait pas dû, qu'il n'aurait pas fallu à l'époque laisser faire ça. Les rues en gravier, il en reste? Oui. Ça, on a travaillé beaucoup. On en a fait des pétitions. J'ai Reed présentement qui est là, la rue Hélène. C'est sûr que la COVID me ralentit beaucoup parce que le principe pour les faire faire, c'est qu'on allait rencontrer les gens un premier temps. J'allais parler avec les gens. On remplissait les pétitions. Là, avec la COVID, j'ai été un petit peu comme modéré. C'est un peu embêtant d'aller rencontrer les gens, leur demander de signer. J'en ai fait une. J'ai fait la rue Reed dernièrement. J'ai travaillé à aider les citoyens à la faire. Mais la COVID nous a ralenti beaucoup là-dedans pour aller rencontrer les citoyens. Ça fait quand même presque 1 an et demi qu'on est en COVID. Ça paraît pas, mais ça break beaucoup de projets. Là. Pavillon Mille-Roches, projet de réno et d'agrandissement? La rénovation en partant. L'agrandissement, si on fait le boulodrome, si on est avec le boulodrome. L'agrandissement, bien, c'est essentiel. Écoute, la FADOC, c'est une des FADOC qui fonctionne le mieux. Les gens participent. Puis je parle de ça comme c'était au passé parce que ça fait 1 an et demi qu'on n'y a pas été, j'ai pas été rencontrer mon monde, mais ça mérite un agrandissement. Puis c'est un pavillon qui est utile pour la grandeur de la ville. Mais les travaux pourraient commencer quand dans le cas de Mille-Roches? Je pense après les élections, les travaux pourraient commencer. Là. D'autres enjeux dans le district? Écoute, il y a toujours le côté campagne, là, les fosses septiques, la péréquation de ce que les gens doivent payer. Encore? Oui, parce que c'est pas évident. Celui qui est en campagne puis celui qui est en ville, une des grosses différences, c'est souvent ils n'ont pas les égouts. On n'a pas les égouts, ils n'ont pas l'eau. Celui qui est en ville a les infrastructures. Celui qui est en campagne paye un peu pour ses infrastructures. Fait que ça devient quand même pas tout à fait égal pour tout le monde. Là. Quand on achète une pépine, c'est pas pour faire les égouts de celui qui a une fosse septique. Là. C'est pour s'occuper. Puis c'est pas vraiment séparé noir sur blanc. Fait que ça, c'est des petites choses qu'il faut continuer à travailler. Là. Puis on a aussi le terrain de baseball qu'on gardait avec la Mille-Roches. On n'a pas eu la subvention, mais qu'on veut travailler à développer beaucoup le secteur agro-touristique là-dedans. Le développement aussi. Est-ce qu'il reste encore des terrains à développer? Beaucoup. On est le secteur qui en a le plus avec Saint-Eugène. Quand on dépasse la polyvalente,
jusqu'au domaine Fredette. C'est tout zoné blanc. C'est plus... Peut-être qu'il y a un potentiel de combien de maisons? Ah, c'est immense, là. Ah, ouais. La journée que nos égouts, il faut vraiment que investir les services massivement. suivent, là. Exactement. Il faut investir massivement dans nos égouts pour régler le problème des égouts. Puis, c'est pas une rue à la fois. Il faudrait qu'on prenne un moment donné le taureau par les cornes, puis qu'on le fasse activement, puis qu'on mette un gros budget pour ça, pour régler. Puis par la suite, ça va être quand même rentable parce qu'on va pouvoir... On parle des terrains qui sont ni en zone agricole, c'est des terrains qui sont plus cultivables ou qui sont des lots qui n'ont pas été vraiment comme entretenus au fil, parce que c'est zoné blanc depuis presque 30 ans, dans le fond. Fait que, il y en a beaucoup d'ouvrages là-dessus, puis c'est pas des terrains que les gens s'opposent à la construction. Puis le troisième avantage, c'est que tous les services sont déjà rendus. On a la polyvalente qui est à côté. Puis la polyvalente aussi était comme un quartier un peu vieillissant, il y avait moins en moins de jeunes. Fait que si on continue à développer, dépasser la belle rive, ben on a beaucoup de place, là. Dernière question. Oui. Parce que, tu sais, quand on parle d'infrastructure, puis là, on va parler du plan triennal des mobilisations, puis là, on le sait, à chaque année, c'est la même affaire. Il y a ça de projets, puis ils sont tous bons. À un moment donné, il faut faire des choix parce que à un moment donné, le budget est limité. L'ordre de priorité devrait se faire comment? Dans ma tête, le point de vue environnemental devrait être prioritaire. Tu sais, tantôt, tu me parlais des pompes. En dehors des pompes qu'on installe, il y a quand même un côté environnemental qui n'est pas tout à fait clean. C'est quand on déverse directement dans la rivière. Fait que tout ce qui est environnemental, surtout à l'époque où on est, je pense que ça devrait être la priorité. Tu sais, on devrait vraiment prioriser ça pour peut-être un mandat ou deux pour le régler une fois pour toutes, le problème. Puis par la suite, on avance les autres projets. Mais dans ma tête, point de vue environnemental, puis les jeunes, parce que les jeunes, ça avance vite. Si tu prends 8 ans à faire un projet, puis tu le faisais pour un jeune qui en avait 8, il y a 16 ans, là, 8 ans après, là. Il s'en sert plus autant, là. Fait que je pense que c'est les deux volets qu'on devrait prioriser. Puis les plus vieux comme nous, ben, on attendra un peu, un 4 ans. Là, on est capable d'attendre un peu, là. Justin Bessette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Animaux et civisme, ça va ensemble à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est intéressant d'aller voir la réglementation par rapport à ça, par rapport même à la longueur des laisses ou au poids du chien, si on doit avoir un harnais ou non. Bref, allez voir ça sur le site Internet de la ville. À demain. Bye-bye.